Bien, bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous allons tout de suite lancer la session suivante sur le thème Réussir sa transformation digitale, déploiement continu et conduite du changement. Pour cela, je vous demande d'accueillir Romain Chauvet, directeur of EMEA Product Value chez Concentric, et Fabrice Bonjour. Ploche, e-procurement manager chez Boulanger, qui vont intervenir. Je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser des questions à nos speakers en utilisant le module qui se trouve sur la droite. Et Romain, Fabrice, je vous laisse la parole, c'est à vous. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Fabrice. Salut Romain. Alors nous allons commencer. Donc le thème réussir sa transformation digitale, le déploiement continu et la conduite du changement, avec le retour d'expérience de Fabrice Ploche de Boulanger. Donc notre agenda, je vais rapidement faire une présentation de Concentric, puis le gros de la présentation sera le retour d'expérience de Boulanger, puis on ouvrira une session de questions-réponses. Donc, commençons avec la présentation de Concentric. Donc, Concentric est une entreprise internationale avec une forte présence en Europe. Nous sommes en France près de 80 personnes réparties sur les sites de Paris, où se trouvent les équipes projet et les équipes vente, et Aix-en-Provence, où se trouvent les équipes support et une partie de la R&D. Donc, l'offre Concentric combine technologie, services et consulting. Et sur la partie technologie, donc la plateforme Concentric est mise à disposition en mode SaaS sur le cloud AWS. Elle a la particularité de reposer sur un seul produit technologique sur lequel s'articule un panel de modules qui peuvent être activés et donc vendus séparément. On distingue deux grands groupes de modules, les modules qui permettent la mise en place de la politique achat, donc la partie gestion des fournisseurs, gestion des appels d'offres, gestion des contrats, et les modules qui utilisent cette politique achat pour gérer les processus d'approvisionnement, donc le procurement, demande d'achat, commande, réception, le traitement des factures, la dématérialisation des factures et la réconciliation facture avec la commande, la génération des écritures comptables et toute la partie analytique et budgétaire qui vient par-dessus pour imputer la dépense. Donc l'ensemble de nos modules sont interopérables les uns avec les autres, ce qui fait une grosse différence sur le marché. Donc la plateforme Concentric est utilisée par des sociétés de secteurs d'activité très différents pour deux raisons principales. Tout d'abord, les processus que l'on traite sont assez peu soumis aux spécificités du métier de chaque entreprise, que ce soit la création d'un contrat, la création d'une commande, la réconciliation d'une facture. Et aussi ensuite parce qu'il est tout de même possible d'adapter le paramétrage de la plateforme pour répondre aux principales exigences d'utilisation. Donc je pourrais citer la complexité organisationnelle, la complexité analytique, ou par exemple la gestion des taxes partiellement récupérables, qui est indispensable dans certains domaines d'activité. Mais globalement, la plateforme peut être utilisée par tous les domaines d'activité. Donc parmi ces domaines d'activité, on a le retail, et Boulanger est un bon exemple. Donc Fabrice, je vous laisse la parole pour nous présenter déjà Boulanger en quelques Merci chiffres. Romain. Merci Romain. Boulanger, spécialiste de l'équipement de la maison en électroménager et aussi en multimédia. En chiffre d'affaires, on fait à peu près un peu plus de 3 milliards sur l'année 2021. On a 165 magasins en nom propre et on a développé la partie franchise avec 25 magasins. En termes de collaborateurs, ça représente 10 000 collaborateurs sur l'ensemble de la France et bien sûr aussi une partie qui va arriver sur la Belgique. On a 4 entrepôts pour desservir tous ces magasins. Notre premier magasin, c'est notre site internet, puisque c'est le number one du chiffre d'affaires. Et on a bien sûr 8 filiales pour faire du service au niveau des clients. Alors, quelles étaient vos problématiques et pourquoi le choix donc de Concentric? Alors les problématiques, on a fait un constat en 2017, c'est que, il y a des années phares et il y a des années compliquées. En 2017, c'était une année où on voulait, regarder, la volume de dépenses à un moment donné. Sauf que, on pensait avoir les données en une journée et ça a mis plusieurs journées puisqu'il fallait recentrer, toutes les informations, que ce soit des magasins, des entrepôts. Donc du coup, forcément, fort de cela, on s'est dit: «Ouh là, il faut vraiment faire quelque chose de plus rapide». Et surtout, on voulait éviter la multiplicité des outils puisque, pour information, dans les magasins, ils avaient à peu près 10 outils différents, dont l'outil qui permettait de payer, les factures.
En fait, le besoin, c'était d'offrir à nos collaborateurs une seule plateforme unique sur laquelle ils pouvaient aller faire des dépenses, des achats de produits, pour les frais généraux et bien sûr passer du début de la demande d'achat jusqu'à la fin pour payer la facture. Et surtout, on avait besoin de mieux piloter nos dépenses et de maîtriser les frais, quand c'était nécessaire. Pourquoi le choix de Concentric en 2018? C'est parce que, dans les présentations qu'on a eues des différents, acteurs, on a trouvé une équipe d'experts qui faisait preuve d'agilité par rapport à ce qu'on avait besoin et de souplesse. Comme, tu l'as montré tout à l'heure Romain, vous avez déjà, des personnes du retail, dont des cousins qui sont chez vous. Donc forcément ça a aussi, appuyé, l'idée. Et c'était surtout d'avoir une adéquation entre les besoins et votre solution proposée puisque, chez Boulanger, on va du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, c'est-à-dire du début de la demande d'achat jusqu'au paiement des factures. Ce qu'on avait besoin aussi, c'était pas d'avoir un choix, mais d'avoir la possibilité d'engager tous les dépenses d'achat, donc avec, qu'on passe par, de l'emballage, par, de l'investissement, de l'électricité, des abonnements et surtout, proposer à nos utilisateurs des référencements, soit nationaux, soit régionaux ou soit locaux, pour pouvoir, vraiment, apporter aux utilisateurs de l'outil, toutes les demandes d'achat qu'ils pouvaient faire. La solution, nous, on l'a appelée chez nous, B2Buy, donc B2Buy Concentric. OK, donc au niveau déploiement, quel a été l'agenda? Alors, fort du constat, donc ce qu'on a fait, c'est que bon, donc du coup, on vous a sélectionné. On a pris le temps sur l'année 2018, de créer des catalogues, de créer les entités, propres à Boulanger, de créer les utilisateurs, manuellement au départ, pour que en 2019, on puisse faire des tests. Quand je dis des tests, c'est parce on s'est dit, chez Boulanger, on a 10 régions, mais on va pas tout mettre d'un seul coup. Donc on a pris, le parti pris de prendre une seule région, la région Nord, qui est représentée par 18 magasins, à raison de 4 utilisateurs en moyenne par magasin. Et on s'est dit: «Tiens, on va mettre 2 services, au niveau des services centraux». On va prendre le service qui quand même, qui a beaucoup de dépenses d'achat, c'est l'informatique, donc la DOSI, la Direction des organisations des systèmes, d'informatique de Boulanger France et aussi le périmètre des ressources humaines France. Donc on s'est dit: «On va prendre ces 2 services-là». Donc on les a déployés sur 2019 pour voir un peu ce qui se passe. Normalement 2020, on devait déployer en grande masse, dès le premier semestre, mais bon, vous savez ce qui s'est passé, le covid, est arrivé et donc on a eu, un ralentissement. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'équipe projet en 2020 pour pouvoir déployer, dans un temps plus court et donc on a fait un déploiement, général qui s'est fait, fin août. On a déployé l'ensemble de tous les magasins Boulanger, c'est-à-dire, les 140 qui restaient. Donc on a fait 142 magasins précisément, de fin août à, début novembre et on a commencé à réfléchir à, se dire: «Tiens, on va attaquer par, quel, périmètre au niveau des services centraux pour l'année 2021». Donc en 2021, on a déployé, service par service selon on va dire les agendas des services s'ils avaient des agendas forts ou pas forts. Donc on a vraiment, sélectionné, périmètre par périmètre et on a mis également, 5 filiales, dans B2Buy. Alors on a fait ce qu'on appelle de la facture sans commande, ce qu'on appelle du BAP dans B2Buy, c'est, juste un accord de principe pour payer des factures. Et là sur l'année 2022, on va finir de déployer les 3 filiales qui nous restent, donc ça va se faire, le mois prochain. Et surtout, on va, supprimer, les anciens systèmes de paiement, des factures, et également, pour mettre l'intégralité du processus, dans Concentric, dans B2B Concentric et puis bien sûr, continuer à accompagner, nos utilisateurs à la bonne utilisation de l'outil puisque même si, la formation, a été faite, hein, dans un sens, souvent certains utilisateurs n'utilisent pas, pleinement donc on va revoir ça sur cette année-là. Donc un déploiement, très progressif parce qu'il y avait beaucoup d'entités à déployer. Si on regarde, au niveau chiffres, est-ce que tu peux expliquer un peu ces chiffres?
C'est ça. Donc là, en 2018, il y a eu quelques tests, déjà c'est la création, donc on a vraiment, on va dire que c'était le balbutiement. Sur l'année 2019 pardon, quand on a déployé donc les 18 magasins et 2 services centraux, on voit déjà que les demandes d'achat, elles ont vite fait un gap et comme on peut le voir, suite, à la comment dire? À l'accompagnement de l'utilisation de l'outil, on voit vraiment, une augmentation, des demandes d'achat et des facturations puisque comme, je l'ai dit juste avant, c'est vraiment, l'outil, B2B concentrique et a pour but de remplacer les 10 outils qu'on avait, et donc c'est ce qu'on voit vraiment sur l'année 2021. On est passé, avec des demandes d'achat et des facturations, énormes et c'est pas fini puisqu'en 2022, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu des développements de périmètre assez importants sur le 2e semestre qui vont bien sûr travailler sur l'année complète 2022 où là, je pense qu'on va encore avoir des dépenses d'achat, on va pouvoir multiplier, je pense, un peu plus par 1,5. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a évidemment un déploiement géographique, mais il y a aussi un déploiement en termes de famille achat, de fonctionnalités. Là, on voit sur ces 2 graphes, donc qui sont le déploiement, du nombre de demandes d'achat et le nombre de factures, à chaque fois avec le détail des processus. Donc on peut prendre un exemple, donc entre l'année 2020 et l'année 2021, on voit sur le premier graphe que, vous avez rajouté, la fonctionnalité de demande de paiement direct et demande de facture sans commande. Quel était, le changement? Alors, quel a été le changement? C'est que, comme je l'ai dit, c'est vrai que on forme les gens à l'utilisation et après on revient, quelques mois après pour, voir si l'utilisation est bien faite et là, ce qu'on voit surtout dans le graphe, c'est que, c'est sur l'année 2021, on a mis des filiales et les factures sans commande ont été décuplées forcément puisque, on a fait le parti pris pour les filiales, de pas générer des bons de commande classiques, mais plutôt de faire juste de la facture sans commande. Et pour le paiement direct, ça c'est au niveau de la comptabilité. Pour, on a, enfin, accompagné, les comptables à utiliser l'outil d'une certaine façon pour, certaines dépenses. Donc c'est ce qu'on voit dans le graphique, qui est et puis bon, vu le nombre de périmètres qu'on a mis sur l'année 2021, effectivement les les demandes d'achat ont explosé. Et on a rajouté aussi, on voit, la petite partie en violette, en haut, quelque chose qui s'appelle l'import ST. Est-ce que tu Effectivement, peux Romain, détailler? c'est ouais, effectivement, c'est alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, chez Boulanger, on a, un service, travaux qui gère toute la partie, heu création des nouveaux magasins, mais aussi, la gestion de la maintenance des magasins existants et en fait, ce qu'on a fait, c'est on a créé une interface entre, l'outil qui est utilisé par, le service travaux, qui s'appelle Retail Drive chez nous, Synergie pour ceux qui connaissent. Et donc on a fait une interface qui fait que quand quelqu'un des travaux travaille sur Retail Drive et arrive à un certain, stade de sa demande dans Retail, ça vient, descendre une commande en automatique dans B2Buy pour éviter une double saisie des personnes des travaux et surtout c'est pour, vraiment, avoir toutes les dépenses d'achat, que ce soit de l'électricien, que ce soit du plaquiste, que ce soit, du sol, que ce soit également, donc quand c'est du travaux en neuf, donc ça crée des commandes en investissement et pour la partie, maintenance, ça génère, des frais de fonctionnement sur des comptes classiques. Donc pour avoir les dépenses dans le système et évidemment pour aussi, pouvoir réconcilier les factures avec ces flux-là, j'imagine. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que, on récupère, ces données pour que quand le fournisseur envoie sa facturation, à notre prestataire, ça permet de faire le raccrochage, quasi automatique puisque si, le fournisseur met bien le numéro de la commande qui a été générée par, B2Buy Concentric, ça permet de faire le raccrochage automatique et déclencher le paiement, dans les dates précises. OK, donc on voit bien qu'au niveau du déploiement, il faut travailler un peu, dans toutes les directions donc heu, c'est une question d'équilibre. Oui.
C'est ça, c'était une question d'équilibre. C'est-à-dire que, quand on a, lancé le déploiement, c'est un outil qui a été, entre guillemets «imposé» à tous les services. C'est-à-dire qu'il y avait pas de possibilité de dire: «Bah, toi, tu vas garder celui-ci, toi, tu vas garder celui-là». Pourquoi? Parce que l'idée, c'était vraiment de remplacer tous les outils existants pour éviter déjà une maintenance, sur plein d'outils. Et c'était surtout, comme je l'ai dit au départ, c'est d'avoir un seul outil pour faire aussi bien les commandes que, payer les factures. Le deuxième point, c'était d'embarquer, la totalité des dépenses. C'est-à-dire qu'il y a aucune dépense, que ce soit du marketing, que ce soit, des travaux, enfin, comme je l'expliquais tout à l'heure, les loyers sont dans l'outil B2B Concentric. Hem, Si j'ai un point à vraiment, à appuyer, c'est il faut qu'il y ait le discours d'un sponsor, du CODIR qui est avec vous sur le long terme. Moi, je vais être honnête avec vous, sur le B2B, j'ai vu que ça a manqué. Donc là, j'ai commencé à retravailler avec mon sponsor et pour dire, faut appuyer, que l'utilisation, c'est pas une négociation, hein, c'est un outil qu'on utilise parce qu'on supprime les autres. Et en fait, il y a aussi, une question d'avoir une équipe qui est, adaptée et à l'écoute, des utilisateurs. C'est-à-dire qu'il faut construire la roadmap en fonction, comme j'ai dit tout à l'heure, des agendas des différents périmètres. Parce qu'il faut pas imposer l'outil quand le périmètre que vous voulez mettre, dans l'outil, a une, comment je dirais-je? Un agenda très chargé. Il faut vraiment le faire en adéquation et c'est ce qui permet de faire, une utilisation de l'outil qui reste, plutôt, bien acceptée. Et enfin, il faut, créer des formations adaptées aux collaborateurs, aux utilisateurs, en expliquant le contexte, l'origine du projet, comme là on le fait dans la démonstration, pour que, ce soit bien, compris et acté et avoir un discours compréhensible adapté à chaque audience puisque, entre les magasins et alors je dis pas qu'on, on doit pas avoir le même discours pour tout le monde pour que, il faut que le discours soit, adaptable à tous. Et aussi bien sûr, avoir une hyper disponibilité, quand il y a, des questions, des utilisateurs quand ils bloquent sur, l'utilisation de l'outil, c'est d'être à l'écoute, que ce soit par des visios, par des mails ou, en créant un support. Et justement, puisqu'on parle de support, sur quels outils vous êtes appuyé? Alors moi j'ai pris le parti pris de créer un site Google en ligne avec, des slides que j'alimente tous les autant. C'est-à-dire que, que ce soit une dépense d'achat, que ce soit pour mettre, un devis dans l'outil, j'ai créé des slides en pas à pas avec, des petites indications, pour que les collaborateurs, pour que les utilisateurs retrouvent, leurs besoins. Deuxième point, c'est que chez Boulanger, on a ce qu'on appelle un service, c'est entre guillemets le 46-23, c'est une équipe, qui aide les utilisateurs surtout, dans Boulanger et donc je les ai, accompagnés sur l'utilisation de l'outil pour, qu'ils puissent me faire un niveau 1 d'utili de d'aide, pour que les utilisateurs puissent avoir ce numéro de téléphone, quand je ne suis pas là et deuxièmement, pour les magasins, j'ai créé, une dream team d'experts. C'est-à-dire que j'ai pris, 2 personnes par région, comme on a à peu près entre, 15 et 20 magasins par région. J'ai pris, 2 personnes, par région pour pouvoir faire des experts. C'est-à-dire que j'ai fait des ateliers avec eux pour les aider à l'utilisation, pour, qu'ils n'ont plus de secrets, que ce soit pour créer un fournisseur dans l'outil, pour, gérer un dossier facture quand ils ont un dossier facture, qui leur est affecté. L'idée de cela, c'est quoi? C'est que, au moins dans les régions, par région, on a 2 personnes qui peuvent aider, les magasins dans leur propre région pour, s'il y a un petit blocage d'aide à l'utilisation. Très bien, donc en conclusion, quels sont les bénéfices, de cet outil? Quels sont les bénéfices? Ben, pour les acheteurs, c'est de voir, la chaîne complète et la traçabilité des dépenses qui sont faites par les magasins ou, par les différents services, avec les fournisseurs. Ça leur permet d'avoir un engagement vis-à-vis des fournisseurs s'il est tenu ou pas. C'est-à-dire que quand on négocie un contrat avec un fournisseur, on voit si,
comment dire, les dépenses sont bien faites par les magasins, mais que on peut voir si le fournisseur il génère des litiges ou pas, puisque dans l'outil on peut générer des litiges quand il y a des problèmes de livraison ou pas. Donc ça nous permet aussi de voir une traçabilité de ce qui a été dit entre acheteur et fournisseur. Pour les demandeurs, c'est une rapidité de la validation, puisque le circuit d'approbation est bien fait dans le sens où quand le demandeur fait une demande d'achat et que ça passe dans le circuit d'approbation, ça envoie un mail à son responsable avec des boutons d'accès direct, ce qui lui permet de ne pas se connecter à l'outil, hein, mais il peut, depuis sa boîte mail, valider ou rejeter une demande d'achat qui est faite par son collaborateur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et une réception dans l'outil qui est simple d'utilisation, puisque on va dire qu'il y a 3 ou 4 clics à faire pour réceptionner le fait d'avoir reçu du matériel. Si on a fait une commande d'achat pour du matériel, on peut dire qu'on a reçu et déclencher les provisions qui vont bien. Et surtout, c'est pour gérer, je dirais, les les commandes, on peut faire des exports, on peut faire un suivi, là, notamment, la semaine dernière, vous voyez, sur le 2022, j'ai créé, un rapport par magasin, c'est-à-dire j'ai créé 180 rapports pour que les magasins puissent voir, leur traçabilité entre leurs commandes, leur facture si elle a arrivé et à quel, état est leur facture, si elle est en cours de paiement ou si elle est payée pour qu'ils, ça les aide à ne plus appeler, la compta ou moi-même pour, que je leur donne l'indication. Ils ont vraiment une indication, directement dans l'outil. Pour les administrateurs de la plateforme, ben, on a pris, B2Buy comme gestion maître des fournisseurs pour les fournisseurs frais généraux. Pourquoi? Parce que l'outil a des clés de sécurité, notamment on peut bloquer, la création d'un fournisseur par le biais du numéro de SIRET, et comme le numéro de SIRET est unique, on peut pas avoir 2 fois le même fournisseur, avec le même SIRET dans l'outil. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que, pour avoir, traité, les fournisseurs dans un autre outil où on pouvait créer IBM avec I espace B espace M ou I un point B, et donc ça pouvait créer des fournisseurs multiples parce qu'il n'y avait pas de clé de blocage. Et le dernier point, et que je trouve ça, moi, hyper important pour une société comme la nôtre, c'est de donner un accès à nos fournisseurs pour qu'ils puissent voir leur traitement de leur facture, si elle est en cours de traitement ou pas du tout. Si elle n'est pas arrivée dans le système, ça peut leur permettre de voir et aussi de mettre à jour tout simplement leurs coordonnées bancaires ou leurs coordonnées postales. Très bien. Nous allons passer au moment de questions-réponses. Merci beaucoup Fabrice. Est-ce que nous avons des questions? Alors oui, il y a quelques questions que je vais vous poser. La première, mesurez-vous le taux d'adoption de la solution Corcentric mise en place chez Boulanger? Par exemple, le pourcentage d'achats Boulanger qui sont gérés via le peer-to-peer Corcentric. Ben, comme je l'ai dit, de toute façon, tout type d'achat doit être fait avec la plateforme, puisque c'est la plateforme qui permet aussi de payer les factures. Donc, c'est-à-dire que, pour être clair avec vous, c'est que toute dépense d'achat doit passer obligatoirement par Courcentric, que ce soit par le biais d'un bon de commande envoyé en amont de la prestation, ou malheureusement, quand les collaborateurs n'ont pas eu le temps d'envoyer le bon de commande, bah, c'est de, entre guillemets, de donner leur accord pour payer la facture en passant toujours par la plateforme. D'accord. Donc là, Et j'allais juste dire quelque chose, c'est que justement là, on va mesurer, d'ici un mois, on va commencer à faire des rapports pour mesurer si l'outil est bien utilisé en amont de la dépense d'achat, que, après d'avoir fait la prestation et de déclencher un paiement de facturation. C'est en d'accord. fait le taux de flux de régularisation par rapport au taux de flux de demande d'achat qui est saisi en amont. C'est ça. Alors, une autre question, pour accompagner au quotidien, paramétrage, formation, etc., combien de personnes avez-vous dans l'équipe ePro, des personnes qui sont 100% dédiées? Alors, en 2020, on était 3. 2021, premier semestre, on était 2. 2021, deuxième semestre, j'étais seul. Et là, je suis seul à gérer l'outil avec un backup quand je pars en vacances pour juste des validations de fournisseurs. Mais on va dire que je suis essentiellement seul. D'accord. Dans le projet, y avait-il une problématique de reprise de stock? Non, et on ne parle pas de stock puisque on a bien déployé tout doucement. Donc on n'avait pas ce problème-là.
Et alors, Voilà. juste pour rappel, c'est que l'outil Concentric, B2Buy Concentric, c'est on crée des catalogues sur lesquels je m'appuie dessus. Je n'ai pas de stock chez Boulanger, c'est-à-dire que ça envoie un bon de commande au fournisseur pour dire: «Peux-tu» alors je prends un exemple, si je veux acheter, des ramettes de papier, je vais chez mon sur mon catalogue de ramettes de papier, je sélectionne les types de ramettes de papier, que ce soit du A4, du A5, je les mets dans un panier. Une fois que, ça passe dans le circuit approbateur, qu'on a déterminé chez Boulanger, si ça dépasse une certaine somme, donc c'est mon responsable qui doit valider. Une fois qu'il a validé, ça envoie un bon de commande directement chez le fournisseur qui sait à quelle adresse il doit livrer, à quel collaborateur il doit livrer. Et ça envoie donc le stock est bien chez. Donc l'outil gère le stock. Alors, l'outil peut gérer les stocks. Alors, on n'est pas encore sur comment dire, sur cette option-là. Mais ça va sûrement bientôt arriver puisque Boulanger, des fois, achète à des fournisseurs un stock de produits qu'il fait stocker sur un autre fournisseur. Et donc, l'idée, c'est on va sûrement incessamment sous peu utiliser une nouvelle option chez Concentric, c'est l'option de stockage qui permettra donc de pouvoir cette option-là, de gérer les stocks qu'on aura commandés avant. Oui, le module existe, c'est un module de gestion des magasins avec toute la notion d'inventaire, toute la notion de réapprovisionnement automatique, etc. Très bien. Une autre question, comment ont été traitées les reprises de données, articles, fournisseurs, etc. Manuellement. Manuellement? Alors, on peut faire quand on crée un catalogue, on peut donc on gère ça par le biais d'un fichier Excel avec un apport de fichier Excel. Donc, on travaille d'abord sur un fichier Excel qu'on va importer dans l'outil. Pour les utilisateurs, c'est pareil, c'est-à-dire que juste pour information, quand on a démarré l'outil, on a démarré tout manuellement. Je m'explique. Quand on voulait mettre un nouvel utilisateur, on le faisait manuellement dans l'outil pour gérer un profil. Aujourd'hui, depuis janvier 2021, c'est aussi ça le changement dans l'outil, la conduite du changement, c'est que j'ai connecté tous les outils qui avaient des fortes valeurs à apporter des informations dans la solution B2B Concentric. Donc nous, on a un logiciel de SAP RH sur lequel on fait toutes nos avenants, nos embauches. Et donc, en fait, pour certaines populations, on a créé une interface entre SAP RH et B2B Concentric. Quand le collaborateur est créé dans SAP RH, ça envoie l'information dans B2B et ça génère un profil pour le collaborateur. Donc en fait, il y a des automatisations que j'ai générées pour éviter, c'est pour ça qu'on passe de 3 personnes à une personne, parce qu'on a créé des automatisations pour éviter justement d'avoir plus de personnes en charge de l'outil. Très bien. On nous demande si le périmètre de l'outil est worldwide. Oh, alors là, je laisse Romain répondre. C'est quoi? Alors pour Boulanger, non, c'est utilisé uniquement en France. Par contre, oui, l'outil est disponible dans une vingtaine de langues. On sait gérer les différents modes de taxes, par exemple, les différents formats de factures. Donc oui, l'outil est utilisé par certains clients dans le monde entier. Très bien. Et du coup, on nous demande si vous avez des clients en Algérie. Alors, j'ai pas la réponse. À ma connaissance, non, mais je peux pas le garantir. Très bien. Je regarde si on a d'autres questions. Il reste encore 2-3 minutes. Pour les participants, n'hésitez pas hein, si vous voulez encore poser quelques questions. Je crois que j'ai posé. Alors, je vois une question, si je peux me permettre, je vois une question qui dit je vois que le nombre de catalogues punch-out est de 5 Ouais. aujourd'hui. Est-ce que c'est peu par rapport au chiffre d'affaires annoncé? Alors, comme vous avez vu dans les slides, c'est qu'il y a une soixantaine de catalogues que moi je gère et 5 catalogues punch-out. Juste pour rappel, les 60 catalogues, c'est moi qui les installe dans l'outil B2B Concentric. Et les catalogues punch-out, c'est en fait, on fait un saut de puce chez le fournisseur. Donc, c'est des choix entre le fournisseur et Boulanger de créer soit un catalogue punch-out ou soit un catalogue interne. En fait, c'est déterminé selon le nombre de références que le fournisseur on va jouer avec. C'est-à-dire que du moment où on va dépasser un certain nombre de références, effectivement, on va préconiser d'utiliser un punch-out pour que ce soit lui qui génère les mises à jour de stock, les mises à jour de prix ou les mises à jour de produits. En revanche, les catalogues, les 60 catalogues, c'est moi qui les installe et c'est moi qui fais les mises à jour de prix.
Donc voilà, ça va dépendre du nombre de références que l'on a. Parfait. Dernière question, sur quelle catégorie d'achat les punch-outs ont-ils été déployés? Il y a un peu de tout puisque j'ai 5 catalogues punch-out. Il y en a un sur l'informatique. Il y en a toutes nos commandes qu'on passe d'ordinateur. On passe chez un fournisseur en punch-out. Ensuite, c'est tout ce qui est EPI, donc les équipements de protection individuelle, donc chaussures de sécurité, les gants. On passe également par un punch-out. Dernièrement, je viens d'ajouter tout ce qui est vitrophanie, tout ce qui est identité visuelle dans un punch-out. Et pour information, il y a 2 catalogues punch-out qui sont en attente, dont un qui va être pour tout ce qui va être barre à encre chez Boulanger, donc toute la commande de pièces détachées pour le bar à encre, et un fournisseur d'emballage de tout ce qui va être emballage carton incessamment qui doit arriver dans l'outil. Je vois une Très question bien. sur le délai de mise en place des Oui. punch-outs. C'est très variable, ça dépend des fournisseurs. Ceux qui savent le faire, ça peut être fait dans la semaine, on va dire. Après, ceux qui doivent le développer, ça peut durer des mois. Donc c'est vraiment en fonction du C'est ça. fournisseur. C'est exactement ça, puisque effectivement, si on a en face des informaticiens qui ont déjà géré du punch-out, ça peut aller très vite. Alors, il y a catalogue punch-out et après il y a EDI, 2 choses différentes, mais ça dépend quel est l'informaticien qu'on a en face, effectivement. Et est-ce qu'il y a des Alors, circuits est-ce qu'il y a des circuits de validation différents en fonction du montant de l'achat? Chez Boulanger, oui. C'est-à-dire qu'on a un circuit classique, donc demandeur plus son responsable hiérarchique. Et arrivé à un certain montant, on a des membres du CODIR ou de la performance qui doivent valider. Donc on va dire qu'on a 2, 3 ou 4 niveaux de validation quand on dépasse, allez, on va donner une tranche, au-delà de 150 000 €, il y a plusieurs validations supplémentaires. Très bien, on va devoir clôturer cette session. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot de clôture. Eh ben moi, en tout cas, je remercie Romain pour cette présentation et la direction achat. Oui, merci Fabrice, c'était très instructif, je pense, pour tout le monde.